Entre 1929 et 1936, les caméras allemandes filment l'ascension vertigineuse d'Adolf Hitler, le chef du parti nazi. Chacun parle librement puisque ces films sont muets. Personne n'imagine que l'on pourrait décrypter ce qui se dit. L'intelligence artificielle fait d'immenses progrès. Mais grâce aux spécialistes de la lecture sur les lèvres, ces images parlent pour la première fois. Grâce à ces révélations historiques, nous entrerons au cœur de la machine nazie. Alles in Ordnung? Ja. Und danach machen wir das hier. Ja. Korrekt. Nous allons découvrir sous un nouveau jour la propagande nazie. Alles ist in Ordnung, Herr Scheppmann, aber die Kurve hier ist zu eng. Das muss bis morgen fertig sein. La prise du pouvoir. Das Beste, um unsere Ziele zu erreichen, ist die Konfrontation. Auf jeden Fall werden wir gewinnen und die großen Sieger sein. Herr von Papen, kommen Sie bitte. Herr von Papen, kommen Sie hierhin. Als Vizekanzler sollen Sie neben mir sein. Die Aufstellung ist perfekt. La vie intime d'Adolf Hitler. Sehr charmant. Du musst mir glauben, nicht deiner Mutter oder deinem Vater. Du bist ein tapferer Junge. Du wirst eines Tages ein guter Soldat sein. Les préparatifs de la conquête. Schauen Sie hier hin. Heiße Braut. Ich mag sie. Wir wollen keinen Krieg führen, sondern eine konstruktive Übereinkunft für unsere beiden Völker treffen. Début août 1929, se tient dans le sud de l'Allemagne, à Nuremberg, le deuxième congrès du NSDAP, le parti nazi d'Adolf Hitler. Avec ses églises gothiques, son château fort, ses maisons médiévales, Nuremberg est choisi pour servir de décor afin d'exalter la grandeur passée de l'Allemagne et la rattacher au projet du Reich nazi à venir. Populaires, les premiers congrès du NSDAP attirent déjà des milliers de personnes. Dans cette archive dans laquelle les phrases d'Hitler ont été déchiffrées, le chef nazi est en conversation avec Wilhelm Scheppmann, l'un des chefs des SA, la milice armée nazie, et Heinrich Himmler, chef de la SS. Adolf Hitler supervise les derniers préparatifs. Alles ist in Ordnung, Herr Scheppmann, aber die Kurve hier ist zu eng. Also so sind wir nicht gut aufgestellt. Sollen wir denn das Auto vorfahren lassen? Das muss bis morgen fertig sein. Hitler est obsédé par l'image, d'une part par narcissisme assez courant chez un homme politique, notamment lorsqu'il est mégalomane, et d'autre part parce qu'il se veut artiste. Il sait sous quel angle il est le plus photogénique et quelles photos seront les plus appréciées. Hitler est le chef d'orchestre de ces grandes cérémonies et tout doit être réglé comme du papier à musique. In dieser Richtung fahren wir von dort bis zum Zentrum und dann in dieser Richtung nach Süden. Und von dort aus gehen wir nach Königsberg entlang dieser Strecke. Bis hier auf den Platz für das Finale. Il vient de l'armée et pour lui, l'organisation compte plus que tout. Et la propagande, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, c'est avant tout une question d'organisation. La propagande du parti montre un Hitler organisateur. Le parti nazi lui-même se met en scène. Pfeffer von Salomon, un vétéran de la Première Guerre mondiale et commandant des 3 millions de SA, le service d'ordre des nazis, est filmé au quartier général du parti, à Munich.
On découvre en décryptant le son de ces films muets ce que les nazis se disaient vraiment. Kommen Sie. Wir tun so, als würden wir arbeiten. Herr Hauptmann? Nehmen Sie Platz. Nehmen Sie bitte diesen Stuhl. Ich brauche einen Stift. Und dann haben wir noch die Post und die Bank zu besichtigen. Dann fahren wir am Dienstag mit dem Wagen. Ab da bis hierhin wird es knapp. Nein, es ist alles klar, das Thema ist abgeschlossen. Was haben Sie sonst noch auf der Liste? Lassen Sie mal sehen. Ja? Hier wurde der Aufmarsch beschlossen. Le parti nazi est encore un tout petit parti qui n'a pas vraiment de succès. Peu de gens s'imaginent que Hitler sera élu à la tête du gouvernement. Le but de ces images, c'est de montrer que les nazis sont une organisation compétente, que les nazis sont crédibles dans leur tentative et dans leur entreprise d'arriver au pouvoir et de se saisir du gouvernement. C'est ça le message. La propagande nazie montre des SA modérés, alors qu'Hitler déchaîne leur violence dans toute l'Allemagne. Les SA sont indispensables, ce sont eux qui intimident, ce sont eux qui font le coup de poing contre les socialistes et les communistes, ce sont eux qui occupent la rue en fait, et c'est grâce à eux que Hitler va pouvoir arriver au pouvoir. Ce que l'on voit, et que l'on entend aussi, c'est la subordination des SS, la nouvelle garde rapprochée d'Hitler au SA, qui reste le bras armé du parti. Il y a un petit secrétaire très insignifiant à l'époque, qu'on voit un petit peu à l'arrière-plan, très humble. Très subordonné, très secrétaire, qui vient présenter ses rapports, qui attend. Alles in Ordnung? Ja. Und danach machen wir das hier. Ja. Korrekt. Il s'appelle Heinrich Himmler. Longtemps considéré par les hauts dignitaires du parti comme un brave petit homme inconstant, Heinrich Himmler, le chef des SS, la garde rapprochée du Führer, est toujours subordonné à la SA. Et il a commencé de façon totalement insignifiante, comme on le voit là. Grâce notamment à cette propagande, les nazis gagnent du terrain. Les campagnes électorales suivantes ensanglantent le pays. La campagne électorale de 1932 est extrêmement violente. Entre juin et juillet, les combats de rue entre communistes, nationalistes et nazis font des centaines de morts. Les forces de l'ordre sont complètement dépassées. Ces affrontements sont utilisés par le gouvernement de la République pour instaurer un régime de plus en plus autoritaire. Exactement ce que cherchent les nazis, comme l'explique leur Führer, Adolf Hitler. Wenn die Vorbereitungen einmal abgeschlossen sind, wird das auch klarer sein für mich. Das Beste, um unsere Ziele zu erreichen, ist die Konfrontation. Auf jeden Fall werden wir gewinnen und die großen Sieger sein. Hitler et ses hommes entretiennent l'instabilité politique, attisent la violence, empêchant les partis politiques traditionnels de former un gouvernement stable. Ensuite, il y a le crash boursier, Wall Street, et l'énorme crise économique en Allemagne. Les répercussions sont immédiates car vous avez deux partis radicaux. À gauche, le Parti communiste, le KPD, et à droite, les national-socialistes qui remportent un énorme succès électoral en 1930. Et surtout le parti nazi qui décolle complètement, puisque à l'été 1932, le 31 juillet 1932, ce sont 230 députés nazis qui sont élus. C'est la première fois qu'Hitler accède à une sorte de reconnaissance nationale. Violence politique, nouvelles techniques publicitaires. Hitler et ses proches conseillers mettent en œuvre toutes les techniques modernes de la propagande politique. L'avion de transport, de technologies récentes, complète la panoplie des outils politiques des nazis. Ja, unser Flug war sehr angenehm. Ja, alles lief bestens. Dankeschön. Il y avait certainement eu des petites campagnes politiques avant cela.
Mais les nazis n'avaient pas encore le budget pour mener de vraies campagnes. En fait, c'est à ce moment-là que le NSDAP prend vraiment de l'ampleur. Dès la fin des années 20, il va réussir, grâce au financement du parti, à se faire offrir un avion. Et Hitler arrive à se déplacer sur tout le territoire pour faire jusqu'à 3 meetings politiques par jour. De Königsberg jusqu'à Francfort-sur-l'Oder, en passant par Hambourg, en une journée. Ça impressionne les contemporains. Hitler a compris quelque chose de fondamental. Il a compris avant tout le monde qu'il devait être partout, en même temps, en Allemagne, et donner cette impression, en définitive, de rouleau compresseur. Ça donne lieu d'ailleurs à un motif de propagande très célèbre, qui est « Der Führer über Deutschland », le Führer au-dessus de l'Allemagne. Donc là, ça montre l'ubiquité, ça montre l'énergie, et ça montre aussi la mainmise d'un Hitler qui veille, comme cela, de tout en haut, sur le territoire allemand. Les nazis sont les grands vainqueurs des élections législatives de 1932. Et le 30 janvier 1933, vers midi, Hitler jubile. Franz von Papen, le chancelier sortant, a persuadé le président allemand Hindenburg de former un nouveau gouvernement de coalition conservateur. Hitler sera chancelier et lui vice-chancelier en échange de la promesse qu'il pourra contrôler Hitler. Herr Göring, setzen Sie sich neben mich. Hier stehen nur 2 Stühle nebeneinander. Sie können sich hier hinsetzen. Herr von Papen, kommen Sie bitte. Herr von Papen, kommen Sie hier hin. Vielen Dank. Kommen Sie hierher, Herr Hügenberg. Wir haben uns dieses Jahr so lange nicht gesehen. Als Vizekanzler sollen Sie neben mir sein. Ce que l'on voit et ce que l'on entend dans cette scène-là, c'est un Hitler qui organise le ballet politique. C'est un moment important parce que c'est un moment médiatique et on sait très bien que les prises de photos dans ces moments-là sont importantes. Je pense qu'Hitler a toujours eu l'intention de prendre le pouvoir légalement, puis de renverser rapidement le cadre juridique. C'est une comédie et on voit bien que von Papen a du mal à s'y prêter. Il est gauche, Hitler le prend pratiquement pour le coller sur sa chaise. C'est déjà lui qui organise la mise en scène, on voit bien. En fait, Papen s'en rend compte environ 2 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il dit « Je peux voir qu'au sein du gouvernement, Hitler est une personnalité vraiment impressionnante. Il dirige de fait le cabinet et j'ai vite compris que j'étais mis de côté. » Alors qu'en fait, ça devait être le contraire. Si le président Hindenburg a fait appel à Hitler, c'était avec la garantie que von Papen le tiendrait. Alors que, de toute évidence, dès la prise de pouvoir, on voit bien que c'est Hitler qui tient von Papen. En plus d'Hitler, il n'y a pourtant que 2 autres nazis au sein du gouvernement et un seul autre à un poste de ministre, Wilhelm Frick, qui est ministre de l'Intérieur. Le second, c'est Hermann Göring, ministre de l'Intérieur pour la Prusse et ministre sans portefeuille. Und der Fototermin? Das ganze Kabinett ist vollzählig, Herr Hitler. Und Sie sollen als Vizekanzler neben mir stehen. Die Aufstellung ist perfekt. Göring est un petit peu mal à l'aise, mais il comprend que c'est une comédie, donc il assiste plutôt en spectateur. On voit bien, il regarde faire, il est content d'être filmé, et en même temps, il n'est pas très rassuré parce que c'est un rôle auquel il n'est pas habitué. Donc il profite de l'instant et il ne se mêle de rien. Rapidement, dans les semaines qui suivent, de nouvelles élections au Parlement voient le score des nazis encore augmenter. Puis, suite à l'incendie du Reichstag, en février 1933, est mise en place une législation d'exception. Les pouvoirs spéciaux qui en découlent suspendent toutes les libertés fondamentales, l'état de droit et mettent en place un état policier avec la création du statut des camps de concentration. Avec le vote le 23 mars 1933 des pleins pouvoirs à Hitler, les nazis contrôlent désormais presque tout en Allemagne.
Reste le président Hindenburg. Il est le chef constitutionnel de l'État. L'armée est un autre pouvoir de l'État avec lequel Hitler doit composer. Mais, se sentant les mains libres, et pour répondre à la frange la plus dure et majoritaire du parti nazi, il autorise le lancement de l'opération Boycott. Ihr dürft hier gar nicht einkaufen. Alle diese Produkte bekommt ihr auch woanders. Geht nicht zu den Juden, die uns bestehlen. Haben Sie Beweise dafür? Ja, warum? Aber er hat keinen Stern. Au cours des campagnes électorales de 1932, on aurait pu croire qu'Hitler était un homme modéré, un homme compétent, un héros de guerre. Il se présente comme quelqu'un d'éligible aux yeux des masses. Avec cet appel au boycott, il fait le chemin inverse. Les véritables thématiques du NSDAP font leur grand retour. Ce que l'on voit et ce que l'on entend très bien sur ces images d'archives, c'est que la population allemande n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que le parti nazi sur ce coup-là. Dans la mesure où on apprécie les commerçants juifs, on va faire ses courses chez eux, et on demande d'ailleurs au planton de la SA qui barre le passage des justifications, des explications sur cette opération, qui encore une fois est un échec. Et c'est pour ça que Goebbels, qui est intelligent, en tire immédiatement les conséquences. C'est la première et la dernière fois pendant 5 ans, puisque la prochaine fois, ce sera un pogrom beaucoup plus violent qui est la nuit de cristal, le 9 novembre 1938. Farouchement antisémite, Hitler est aussi un enfant de Wagner. Wagner, c'est celui qui a créé une mythologie germanique au moment opportun de la création de l'État national allemand. Il a donné une mythologie, une culture, en exhumant de vieux mythes, en les mettant en musique et en scène. Hitler est totalement fasciné par Wagner pour cette raison-là, mais aussi pour le caractère spectaculaire du chef-d'œuvre d'art total wagnérien. Donc Hitler est un wagnérien. À ce titre, il noue des liens d'amitié avec Winifred, la fille et héritière de Richard Wagner. Ist das nicht zu anstrengend, diese ganze Politik? Es gibt Lustigeres, aber es ist faszinierend. Und das Volk hat Freude daran. Es ist sehr anregend. Politik ist vor allem Theater. Durch Freude bekommen unsere Soldaten die nötige Kraft. Kommen Sie, es ist schön draußen. Lassen Sie uns doch eine Runde gehen. Ja, dadurch bekommen sie Kraft und eine ruhige Entschlossenheit. Ce qui est intéressant dans ce que l'on voit et ce que l'on entend ici, c'est la nature de la conversation entre Hitler et la grande héritière, la prêtresse, celle qui tient la maison, Winifred Wagner. C'est que Winifred Wagner a envie de parler de politique, et Hitler un peu moins. Il est là pour l'art. Il est là pour l'art, et il le dit d'ailleurs, l'art c'est ce qui lui donne de l'énergie, de la force à lui, en tant qu'homme politique qui est motivé par le mythe et par l'énergie de la musique, mais ce qui donne également de la joie, de l'énergie et de la force à tout le monde. La force par la joie n'est pas une expression anodine dans la bouche d'Hitler. C'est aussi le nom donné à un vaste comité d'entreprise créé à l'échelle du Reich. Cette institution sert à motiver l'ouvrier allemand dans la grande entreprise de production du nouveau Reich nazi. Das ist lustig. Winifred Wagner est aussi l'une des premières confidentes d'Hitler. De toutes les femmes qui entourent le Führer, elle est celle dont l'opinion a le plus d'influence sur lui. Ich will das, was wir besprechen, aufsetzen lassen. Ja, natürlich. Ich will damit am Samstag anfangen und du wirst mir dabei, wenn möglich, helfen. Genau. Il a été question d'un possible lien romantique entre deux, et donc Hitler l'a considéré en quelque sorte comme une amie très proche, ce qui est très rare venant d'Hitler. Sentimentalement, Hitler est attiré par des femmes plus jeunes et plus bêtes. Winifred ne correspond pas à ces critères. Elle était son égale. Avec elle, il peut discuter, réfléchir
Il peut apprécier la culture. Et la femme qu'il choisit est de 23 ans sa cadette. Eva Braun s'installe au Berghof, la maison d'Hitler, sur l'Obersalzberg en Bavière à partir de 1936. Elle y a son propre appartement qui jouxte celui d'Hitler. Eva Braun fait partie intégrante du premier cercle du Führer. Personne ne peut remettre en question sa position. Quand Hitler s'absente, elle occupe le lieu comme elle l'entend. Lorsqu'il est là, sa présence devient plus discrète. Personne en dehors des intimes ne doit connaître son existence. Gibst du einem alten Herr einen Kuss? Wieso macht sie das mit dem Alten? Das machst du nicht nochmal. Warum wir gefilmt werden? Sehr charmant. Es liegt am Hut. Aufreizend. Auch noch aufreizend. Nee, es liegt am Hut. Nein! Ja. Elle s'amuse souvent seule à Obersalzberg. Elle organise des fêtes, invite des amis et on y fait la fête et on y flirte. Mais les limites sont toujours claires pour elle. Quand on voit comment elle se déplace sur la terrasse, comment elle embrasse Franz Xaver-Schwarz, le trésorier du Reich, et comment elle flirte avec les hommes, à mon avis, il s'agit là d'une démonstration de sa puissance. Elle peut tout se permettre. En fait, elle peut traiter les hommes et les femmes exactement comme elle le désire. Heinrich Hoffmann est un autre personnage central dans la vie d'Hitler. Les deux hommes se sont rencontrés tout au début. C'est d'ailleurs chez Hoffmann qu'il rencontre Eva Braun. Elle était l'une de ses assistantes. Hoffmann a été l'entremetteur entre Eva Braun et Adolf Hitler. Ich habe die Bilder gesehen, sie sind unglaublich. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Heinrich Hoffmann était déjà un photographe portraitiste très connu à Munich avant la Première Guerre mondiale et juste après. Au début des années 20, il a rejoint le NSDAP. Il est l'un des premiers aux côtés d'Hitler, l'un des premiers nationaux-socialistes et un ami très proche d'Hitler. Hoffmann fait une très grosse carrière financière, puisqu'il est devenu le photographe officiel du parti, du régime et d'Adolf Hitler, et qu'il n'y a pas une carte postale ou une photo officielle qui ne sorte des ateliers sans que ce soit lui qui le fasse. Donc il a gagné énormément d'argent, et Hoffmann est véritablement un profiteur né. Oh, Überraschung! C'est dans l'atelier de Heinrich Hoffmann qu'Eva Braun apprend la photographie. C'est aussi dans cet atelier photo qu'elle se fournit en matériel cinématographique. Diese neuen Kameras sind bemerkenswert. So klein. Die Konstruktion ist ausgezeichnet. Dies ist ein neues Modell. Dès son arrivée au Berghof, Eva Braun se met à y filmer des scènes de la vie quotidienne. Warum filmen Sie einen alten Mann? Ich sollte Sie filmen. Wenn ich mir meine Reden anschaue, werde ich immer besser. Eva Braun prouve sa loyauté depuis longtemps déjà. Elle dispose d'une liberté incroyable. Elle peut faire ce qu'elle veut à Obersalzberg. Elle peut filmer ce qu'elle souhaite. Elle peut filmer Hitler, lui, ainsi que d'autres. Il y a également des situations où il le lui interdit. Autrement dit, on peut supposer que parfois elle le filme à son insu. Rapidement, en Allemagne, le projet de société nazie prend forme. Il passe notamment par la célébration et le culte de ses héros. Plusieurs monuments et mémoriaux sont créés. L'un des premiers est dédié à Dietrich Eckart.
En 1934, Adolf Hitler inaugure un monument en son honneur dans la ville de Neumarkt, en Bavière. Eckart a notamment joué un rôle déterminant dans la création du personnage d'Adolf Hitler. C'est le mentor le plus important du dictateur et l'un des premiers propagateurs du mythe hitlérien. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Führer? Ja, sicher. Nur mit Ihrer Partei kann ich arbeiten. Danke. Und Ihnen alles Gute. Il y a un personnage essentiel dans la vie d'Adolf Hitler, essentiel. Et ce personnage s'appelle Dietrich Eckart. C'est lui qui va le former politiquement et le déformer politiquement aussi, puisque Hitler n'a pas cet antisémitisme aussi violent qu'il l'aura une fois qu'il va rencontrer Eckart, parce que Eckart est un antisémite violent, et Hitler a dit que Eckart avait été son seul ami. Et encore plus important, Adolf Hitler a dédié Mein Kampf à Dietrich Eckart. De plus en plus populaire en Allemagne, Hitler décide de projeter sa puissance montante vers l'étranger. Il souhaite rencontrer Benito Mussolini. Et, le 14 juin 1934, il effectue sa première sortie mondiale en Italie, à Venise. Il y a 2 points de friction entre l'Italie et l'Allemagne. La question des populations allemandes germanophones de la région du Haut-Adige, rattachée à l'Italie après la Grande Guerre, et les ambitions d'Hitler sur l'Autriche, sous protection italienne. Hitler veut être vu à son avantage. Il veut un succès diplomatique en tant qu'homme d'État. Ich hoffe, Sie nehmen anschließend an unserer Parade teil. Selbstverständlich. Großartig. Alle nehmen teil. Hitler est un grand admirateur de Mussolini. N'oublions pas que c'est Mussolini qui a créé le fascisme, qui va être une forme de modèle pour le Führer. Mussolini a marqué l'histoire. Mussolini est encore populaire. Il est l'héritier de l'Empire romain. On le regarde toujours avec admiration parce qu'il est le premier à avoir réussi cette marche sur Rome. Je pense qu'il est naturel pour Hitler de considérer Mussolini comme quelqu'un qui peut être un allié du Troisième Reich. Donc, naturellement, si Hitler pouvait établir de bonnes relations avec Mussolini, cela entraînerait une sorte d'alliance fasciste. Sur le papier, les 2 dictateurs pourraient s'entendre. Mais rien ne se passe comme prévu. Et d'ailleurs, cette visite est un fiasco. C'est un fiasco parce que Hitler est emprunté, mal à l'aise, on le voit en costume civil, en frac, alors que Mussolini, lui, rayonne de toutes ses plumes dans un uniforme militaire qu'il affectionne. Et la confrontation des 2 personnalités est absolument catastrophique. C'est lui qui, en tant que maître des cérémonies, qui dit à Hitler ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut voir, et à quoi il faut participer. Et Hitler s'y prête parce qu'il est obligé, mais il bout intérieurement. Hitler tente de le rassurer en lui disant qu'il ne va pas s'emparer donc de l'Autriche, qu'il ne va pas réaliser l'Anschluss, qui pourtant est dans le programme de Mein Kampf. Mais en même temps, il y a quelques réflexions d'ordre raciste, en particulier sur le caractère négroïde des peuples méditerranéens, ce qui va évidemment rendre fou furieux Mussolini. C'est donc un problème pour Mussolini. Il voit donc Hitler comme le petit nouveau, mais aussi comme quelqu'un dont il doit faire attention. Au cours de cette visite en Italie, Mussolini va complètement déstabiliser Hitler. Acte volontaire ou déclaration spontanée, nous ne le saurons jamais. Mais cet échange a totalement pris de court le Führer. Schauen Sie hin. Heiße Braut, ich mag sie. Hitler n'est pas du tout sur ce registre-là. Pas du tout. Dans la mesure où c'est quelqu'un de très pudibond, qui a un rapport très complexe aux femmes. Donc là, on ne saurait mieux avoir le contraste de 2 personnalités exubérantes, sexuelles, méditerranéennes chez Mussolini,
avec un corps véritablement très expressif, et un Hitler qui, lui, est tout en réserve, en ressentiment, en pudibonderie, et qui ne partage pas du tout ces réflexions un peu lestes, voire salaces, sur les femmes que Mussolini se permet. C'est vraiment pas du tout le genre de la maison. Schauen Sie hin, heiße Braut, ich mag sie. Au retour d'Hitler en Allemagne, les commentaires des deux hommes l'un sur l'autre sont absolument désastreux. Mussolini dit que ce Hitler est un détraqué sexuel, ce qui prouve qu'il était bien informé. Et Hitler dit « Je ne veux plus jamais me retrouver dans ce genre de position d'infériorité ». Bien informé sur Hitler, Rudolf Hess l'est également. Compagnon politique indéfectible d'Adolf Hitler depuis le tout début des années 1920, ministre sans portefeuille, Hess est l'adjoint du Führer. Il vise tous les projets de loi et est le seul Allemand à pouvoir signer au nom d'Hitler. Bist du immer noch am Filmen? Es reicht. C'est aussi lui qui représente le dictateur dans des manifestations mineures, comme ici, lors de la journée des marins. Eine Schifffahrt auf so einem Boot wollte ich schon immer machen. Was halten Sie von diesem Schiff? Wunderschön, nicht wahr? Ja, es ist wunderschön, es gefällt mir sehr. Rudolf Hess est une personnalité fondamentale de la vie d'Hitler. Il l'a rencontré avant la prise du pouvoir, il est celui qui a été le plus proche de lui, il est celui à Landsberg qui va écrire Mein Kampf avec Adolf Hitler, c'est lui qui va taper à la machine, il est le secrétaire particulier d'Hitler, il est la personne qui lui est le plus proche et pour laquelle Hitler a sans doute le plus d'estime. Hess, qui pilote un avion, il ne fait pas semblant, c'est un pilote virtuose, il a gagné des compétitions internationales. Et en 1935, il est considéré par la plupart des gens qui ne sont pas au courant des choses comme le successeur potentiel d'Hitler. On pense que c'est le numéro 2, en fait c'est le numéro 3 parce qu'il y a Göring entre les deux, mais lui se considère, c'est un grand admirateur d'Hitler et il pense qu'il sera le numéro 2 et probablement son successeur. Après 2 ans au pouvoir, étape après étape, le projet nazi d'Hitler prend forme. Son emprise sur le peuple allemand est plus forte. Ses adversaires croupissent en prison ou prennent le chemin de l'exil. Autour de lui, Hitler sait qu'il peut compter sur une équipe soudée et totalement dévouée à sa cause. Le Führer célèbre le Nouvel An au Berghof, plein d'optimisme pour l'année 1935 à venir. Ich habe noch ein umfangreiches Programm zu erledigen und ich muss radikale Maßnahmen ergreifen. Sie sind doch voller Energie. Ich danke Ihnen, dass Sie zu diesem Fest erschienen sind. Danke. Das gefällt mir sehr. Kann ich verstehen. Schauen Sie sich an. Danke. Hitler aime au début d'année qu'on lui présente ses vœux, mais aussi pouvoir parler aux gens qui sont là. On est typiquement dans le mode de vie qu'Hitler a au Berghof, c'est-à-dire que c'est un mode de vie assez simple, où il vit avec des gens qui lui sont proches, et il vit aussi avec une domesticité qui lui est proche. Hitler est un homme d'habitude, il n'aime pas qu'on change ses habitudes autour de lui, et donc il y a des gens au Berghof qui revoient d'une manière permanente. Tous ceux qui sont là, les gardes du corps, les médecins, les aides de camp, tout le personnel, les secrétaires ainsi que le cercle social, forment une communauté. Nous voyons donc Hitler être très poli, il était très aimable avec les gens. Tous ceux qui l'ont connu de près ont dit qu'il était très magnanime, généreux, amical, et ceci en est un exemple. Les bonnes nouvelles arrivent rapidement. Le 13 janvier 1935, la France reconnaît la récupération de la Sarre
par le Troisième Reich. Cette région allemande était sous tutelle depuis 1919. 2 mois plus tard, Adolf Hitler rétablit le service militaire obligatoire et décide de porter les effectifs de la Wehrmacht de 100 000 à 500 000 hommes. C'est la première violation flagrante du traité de Versailles. Les pays étrangers et la Société des Nations n'osent prendre des mesures de rétorsion. Elle prend tout le monde au dépourvu, y compris les généraux allemands que cette annonce réjouit. Unsere finanziellen Mittel sind begrenzt. Ja. Ich muss alle Informationen in der Hand haben, um die Gesamtsituation vollumfänglich beurteilen zu können. Die Konjunktur ist gerade nicht gut für mich. Wir kümmern uns darum. Wir müssen auf den Plan gucken und den Bedarf prüfen. Ich empfehle den Kauf neuer Ausrüstung und werde mich erkundigen, was wir wirklich brauchen. Das bleibt unter uns. Wir müssen weiterproben und unsere hohen Ansprüche beibehalten. Wir müssen bereit sein für den richtigen Augenblick. Wir müssen das Manöver durchführen. L'armée méprise Hitler parce que les officiers s'appellent tous von, ce qui signifie qu'ils font partie de l'aristocratie. Donc, toute la classe des officiers méprise Hitler et il n'arrête pas de dire qu'il n'était qu'un petit caporal. Pourquoi un caporal dirige-t-il le pays? Il y a quelques réserves, mais en même temps, il y a une convergence d'intérêts. Évidemment, l'armée allemande veut lever le carcan du traité de Versailles, qui la limite à 100 000 hommes. Une armée relativement petite pour un grand pays. Et bien sûr, ils veulent dépasser cela pour pouvoir réarmer. Fin mars 1935. Adolf Hitler et ses plus proches collaborateurs viennent savourer la fin de l'occupation étrangère en Allemagne, dans la ville de Wiesbaden. Wir werden uns durchkämpfen und wir werden alle Hindernisse überwinden. Und wenn ich das durchsetzen muss, dann werde ich es eben durchsetzen. Das Land weiß zu schätzen, dass ich der richtige Mann für diese Situation bin. Es gibt Möglichkeiten, innerhalb des Reichs unabhängig zu sein und das ganz explizit einzusetzen, um unsere Ziele zu erreichen. Ich will es ganz einfach. Meine Minister setzen meine Ziele durch. Kleines, wo ist deine Mama? Ce à quoi on assiste dans ces images, c'est au fond une grande joie, un grand soulagement de la part de l'élite nazie. Parce qu'ils viennent de réussir un coup diplomatique, mais aussi un coup militaire, parce que la remilitarisation de la Rhénanie, c'est interdit par le traité de Versailles. C'est interdit donc par le droit international. Donc là, grand soulagement, parce que le coup a réussi. Et ce coup-là, décisif, va encourager Hitler à multiplier les coups comme cela. Pour célébrer l'événement, les nazis trinquent avec l'eau minérale de la station thermale de Wiesbaden. Schön, die Stimmung ist sehr gut. Habt ihr genügend Aperitif da? Ich finde diese Begegnung anregend. Das ist wirklich ein schönes Treffen. Hitler ne buvait que de l'eau minérale et du thé, bien évidemment. Il buvait une eau minérale qui s'appelle la Gerolsteiner. Et il était très habitué à cette eau. Il a bu quand même un petit peu de bière pendant les premières cérémonies du parti. Tous les ans, il trempe ses lèvres dans une coupe de champagne. Il s'autorise parfois une petite bière, mais il boit généralement uniquement de l'eau. Pendant ce temps, la vie continue à l'Obersalzberg. Dans ce lieu totalement clos et sécurisé, Eva Braun se met régulièrement en scène, comme ici au milieu d'enfants pendant la fête de Pâques. La scène se déroule chez Martin Bormann, voisin d'Hitler, un SS, chef de la chancellerie du parti et secrétaire particulier du Führer. Ja, komm mal her. Oh. Du komm her, bitte, komm her zu mir. Bitte hierher. Heil Hitler! Komm hierher, schön, nur bist du endlich da.
Das ist ein Traum. Au Gustav Obersalzberg, il y avait un petit jardin d'enfants qui avait été fait par Bormann, et c'est dans le cadre de ce jardin d'enfants qu'on voit Eva Braun avec des enfants à l'occasion de Pâques. Martin Bormann est le gérant de l'Obersalzberg depuis 1934-35. Bormann fait partie de ce cercle du Berghof avec sa femme et ses enfants. On les voit souvent sur les photos. Il compte parmi les partisans les plus loyaux d'Hitler. Et Gerda Bormann aussi incarne l'image de l'épouse nationale-socialiste. Ils ont 9 enfants. Verkörperte das Bild einer nationalsozialistischen Frau. Sie hatten 9 Kinder. Le 7e congrès, qui s'ouvre en septembre 1935 à Nuremberg, est un tournant dans l'évolution du régime. Hitler est au sommet. La nuit des longs couteaux et l'élimination des SA en juin 1934 lui permet de supprimer toute opposition. Avec la mort du président Hindenburg en août 1934, le chancelier devient aussi chef de l'État. Ce congrès consacre aussi sa popularité auprès des masses allemandes, grâce notamment aux premiers résultats positifs de sa politique de grands travaux et au recul du chômage. Sie haben die Vollmacht von mir, Ihre Einsatzziele zu erreichen. Ich fühle mich geehrt. Ich freue mich für Sie. Herr Funk, ich habe die Anweisungen, es muss beeindrucken. Vielleicht müssen wir trotzdem improvisieren. Und mit dem Pack kriegen wir bestimmt Probleme. Aber es ist am besten, wenn wir so vorgehen. Gleich können wir losfahren. Das finde ich ganz toll. Unsere Volkspartei ist sehr populär. Sie ist jetzt so stark und gut organisiert. Nichts kann sie aufhalten. Sehr gut. Le NSDAP est le seul parti autorisé en Allemagne. C'est pour ça que le NSDAP compte autant et qu'il faut que les masses le sachent. Pour exposer tout cela clairement, les congrès du NSDAP sont l'occasion de démontrer au peuple allemand que nous sommes une Allemagne nationale-socialiste. On veut un chancelier issu du peuple et Hitler représente l'homme ordinaire parfait. Il est comme vous et moi. C'est ce que beaucoup de gens pensent de lui à l'époque. Et il est perçu comme un génie politique qui est capable de les représenter puisqu'il incarne le citoyen ordinaire, l'homme ordinaire. Même si les congrès du parti nazi se tiennent en Bavière, non loin de l'Obersalzberg, Eva Braun vit en retrait au Berghof. Ich glaube es nicht. So eine Pracht, oder Ilse? Sie sind wunderschön. Salatrupfen macht keinen Spaß. Dankeschön, Gretel. Ciao. Ich halte es so. Oha. Natürlich. Elle vivait d'ailleurs avec sa sœur à Obersalzberg et dans la villa de Bogenhausen. Les deux femmes passaient visiblement beaucoup de temps ensemble. Leur sœur aînée, Ilse, vivait séparée. Il y avait aussi Marion Schönmann, une amie, Sophie Stork. Il y avait tout un cercle de femmes autour d'Eva Braun à Obersalzberg. De retour dans sa maison forteresse, le dictateur ne partage pas seulement des moments d'amitié avec les hommes. Il en partage aussi avec des membres de leur famille, avec d'autres femmes et aussi des enfants. Du musst mir glauben, nicht deiner Mutter oder deinem Vater. Du bist ein tapferer Junge. Du wirst eines Tages ein guter Soldat sein. Eva Braun n'était pas quelqu'un qui était particulièrement maternel en vérité. Hitler en revanche est beaucoup plus proche des enfants. Il avait ce mot en disant qu'il fallait toujours être gentil avec les petites filles parce qu'on ne savait jamais avec qui elles se mariaient plus tard.
Mais en vérité, il est toujours proche des enfants à double titre. La première chose, c'est au niveau de la propagande, parce qu'il sait qu'évidemment, il aime bien être pris en photo à côté des enfants. Dann sprach Thomas zu seiner Mutter: Was muss ich heute tun, Mama? Mais il a aussi ce côté de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir jouer avec eux. Et on le voit très souvent sur les images du Berghof en train de discuter avec tous les enfants qui sont là. Il aimait bien aussi que la population de Berchtesgaden puisse venir et à ce moment-là pouvoir discuter un peu avec les enfants, leur donner des cadeaux. C'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Pendant ce temps, les usines du groupe dirigées par Gustav Krupp deviennent le centre du réarmement secret de l'Allemagne. Au début de 1936, Hermann Göring est chargé de préparer économiquement l'Allemagne à la guerre. Le numéro 2 nazi fonde la Reichswerke Hermann Göring, un cartel qui comprend rapidement 228 sites sidérurgiques et sera la plus grande firme sidérurgique d'Europe et la plus puissante du monde. Nous sommes parvenus à déchiffrer des bribes de conversation lors d'une visite de Göring et sa femme Emmy sur l'un des sites industriels Krupp. Ich danke Ihnen. Sehr gerne, vielen Dank. Sehr gerne. Frau Göring, ja, Ihr Ehemann ist so schön und gerade. Il est également important de se rappeler que Göring est une figure très centrale dans le régime. Il reste une figure importante tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, bien que son importance diminue une fois qu'il devient clair que son projet de bâtir les forces aériennes allemandes n'a pas eu autant de succès qu'il l'avait promis. Mais à ce moment-là, à la fin des années 30, Göring est toujours l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie. Il est en charge du redéveloppement économique de l'Allemagne. Il est également en partie lié à la question du réarmement. Les Jeux olympiques d'été de 1936 sont un jalon dans la consolidation de l'image de marque du régime nazi sur la scène internationale, en dépit de son caractère raciste et belliqueux. Les nazis soignent particulièrement la préparation de ces Jeux d'été. La plupart des touristes ne savent pas que le régime nazi a provisoirement enlevé tous les panneaux antisémites. Les Jeux sont aussi utilisés par le régime pour renforcer l'adhésion populaire envers Hitler. Au niveau de la politique extérieure, les Jeux olympiques contribuent à faire passer momentanément Hitler pour un pacifiste et à rassurer l'Europe quant à ses intentions agressives. Sehen Sie da hinten, neben der Laufbahn, das ist schlecht eingerichtet. Diese Anlässe sind sehr wichtig für mich. Ich meine, die Olympischen Spiele. Ja, wirklich. Haben Sie das gesehen? Ja. Glauben Sie, dass er gewinnen wird? Selbstverständlich. Gut, beobachten wir weiter, um zu sehen, wer gewinnt. Les Jeux Olympiques ont été un succès de propagande absolument remarquable, à une époque où les nazis veulent montrer que l'Allemagne est une puissance comme les autres, qu'elle appartient au concert international, qu'elle est une puissance d'ailleurs pacifique. Le thème de la politique de relations publiques des nazis, c'est le chancelier de la paix. Hitler est un ancien combattant, il ne veut pas la guerre, il veut la paix, il veut la bonne entente. Et surtout avec l'Angleterre. Ces jeux et leur publicité permettent notamment à Hitler d'attirer de nouveaux alliés. Le lieu de cette diplomatie, c'est le Berghof, la résidence alpine d'Hitler où il passe le plus de temps possible. C'est là qu'il reçoit dans un cadre plus privé et de confiance. La Grande-Bretagne fait partie de ses priorités absolues. L'une de ses premières cibles est Lloyd George. On reçoit une grande personnalité, on reçoit David Lloyd George, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été Premier ministre, et qui reste un personnage important
du paysage politique britannique, et en tout cas un représentant typique de ces élites traditionnelles. Il est au Parti libéral, il est très proche des milliers d'affaires, qu'il fréquente abondamment et pour qui il travaille d'ailleurs. Ces élites britanniques qui considèrent Hitler comme quelqu'un de bien. That's here. Marvelous. You are well here. Reden wir in diesem Teil des Hauses? Nein, da vorne bauen wir noch. Dans Mein Kampf, Hitler consacre un grand nombre de pages à admirer David Lloyd George. À son sujet, il dit « Ce grand Gallois, quel fantastique propagandiste il était ». Hitler admire l'Empire britannique. Il dit constamment « Quelle race merveilleuse sont les Britanniques. J'aimerais être comme les Britanniques. Ils ont une supériorité naturelle. » Sans omettre de rajouter qu'ils étaient tous ariens. Wir wollen keinen Krieg führen, sondern eine konstruktive Übereinkunft für unsere beiden Völker treffen. Die deutsche Kultur privilegiert Freundschaft und Einverständnis zwischen uns. Lloyd George fait partie de ces gens qui, jusqu'au sommet de la famille royale d'ailleurs, prônent un rapprochement avec Hitler, voire une alliance. Lorsque Lloyd George revient en Grande-Bretagne, il écrit un article dans le Daily Express faisant l'éloge d'Hitler et disant « J'ai rencontré cet homme, j'ai l'impression que vous pouvez lui faire confiance. Je ne crois pas qu'il veuille conquérir le monde. » Et c'est pourquoi, en Grande-Bretagne, il y a une sympathie progressive pour les nazis. Certes, du point de vue de Hitler, mais aussi du point de vue de plusieurs politiciens britanniques de l'époque, il y a une convergence de vues sur un possible partage du monde. Les Allemands pourraient contrôler de grandes parties de l'Europe de l'Est en particulier, tandis que la Grande-Bretagne pourrait alors se concentrer sur ses intérêts impériaux. En 4 ans de pouvoir quasi absolu, l'Allemagne est devenue un État totalitaire. Les nazis sont populaires et sont déjà parvenus à durablement imposer leur projet de société. Ferme et sanguinaire au sein du Reich, Hitler parvient encore à donner l'illusion d'un homme de paix sur le plan international. Une illusion qu'il s'apprête à violemment dissiper dans les mois qui viennent. Les dialogues que nous nous apprêtons à révéler sont sans appel. Ils confirment cette agressivité montante des maîtres du Reich. Wir greifen mit voller Kraft an. Ja, Sie haben eine hohe Aufgabe.